Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les débats de la Haute Assemblée. Et à 15 jours du scrutin des élections européennes et dans le cadre de notre semaine de l'Europe sur Public Sénat, je vous propose de suivre un débat du Sénat sur le traité européen de stabilité budgétaire. Souvenez-vous, ce traité avait été signé en 2012 par les membres de l'Union européenne et il impose la règle d'or budgétaire aux États. Leur déficit structurel ne doit pas dépasser à moyen terme 0,5% de leur richesse nationale. Le problème, c'est que ce traité n'a toujours pas été intégré au droit européen et il pourrait donc devenir caduc. C'est l'objet de ce débat au Sénat. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « La caducité du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne rendra-t-elle une autonomie budgétaire aux États membres ?» C'est une demande du groupe CRCE. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat et c'est donc M. Pierre Laurent, au nom du groupe CRCE, qui va s'exprimer pour 10 minutes maximum, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais commencer ce débat demandé par le groupe CRCE par un constat éclairant. Je cite. La réforme de la zone euro est à nouveau à l'ordre du jour. Parmi les pistes envisagées, l'évolution des règles budgétaires devrait figurer en tête de liste. Celles-ci ont en effet engendré une austérité budgétaire excessive pendant la crise, aggravant et prolongeant ses conséquences économiques, sociales et politiques. Ces règles souffrent en outre de graves problèmes de mesure. Elles sont basées sur un concept légitime, le solde public structurel, mais celui-ci n'est pas observable et fait l'objet d'importantes erreurs d'estimation. Ces quelques lignes, mes chers collègues, n'émanent pas d'une analyse du Parti communiste. Non, cette prise de position est celle du Conseil d'analyse économique. Elle nous appelle clairement, plus de 25 années après le traité de Maastricht, plus de 10 ans après l'explosion de la profonde crise du capitalisme en 2017, à remettre en cause l'inefficacité et l'injustice de l'encadrement des politiques budgétaires nationales. Or, une occasion unique de le faire se présente depuis qu'en décembre, le TSCG est devenu caduc, sans existence légale, suite au refus du Parlement européen de l'entériner dans le droit européen. Cet événement essentiel est pourtant étonnamment passé sous silence par notre gouvernement, alors même que nous sommes en pleine élection européenne et que l'injustice fiscale et les conséquences de l'austérité sont largement mises en cause dans notre pays. Dans tout l'arsenal austéritaire mis en place par les gouvernements à l'échelle européenne, le TSCG signé en 2012 tient une place particulière. Résultat de la collaboration entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, il fut au cœur de la campagne présidentielle de 2012 et malgré les promesses de renégociation faites par François Hollande devant les Français, il fut signé sans en changer une ligne. Nous avions dénoncé ce déni de démocratie, les dangers de ce corset budgétaire et démontré à l'époque au Parlement européen les problèmes de légalité posés par ce traité. En effet, le TSCG poussait comme jamais l'encadrement et le contrôle constitutionnel ou quasi-constitutionnel de l'action publique et budgétaire des gouvernements nationaux. En cela, il s'oppose frontalement à la tradition républicaine d'une souveraineté parlementaire sur les dépenses de la nation. Des mécanismes de contrainte de la dépense publique avaient déjà été imposés avec les règlements Two-Pack et Six-Pack. Mais le TSCG porte, lui, une atteinte inédite à la souveraineté au travers de 3 éléments centraux. Son article 3 qui introduit la règle d'or, au travers du respect d'un déficit structurel de l'État membre, ne dépassant jamais l'objectif à moyen terme qui lui est propre, dans la limite de 0,5% du PIB. Deuxièmement, la soumission à des recommandations du Conseil européen et au titre de l'article 7 du TSCG, l'établissement d'une majorité qualifiée inversée au Conseil pour pouvoir échapper à ces recommandations. Enfin, la soumission du contrôle de ces recommandations dans les budgets nationaux à la Commission européenne. Aujourd'hui, les conséquences de ces politiques d'austérité sont connues, elles sont dramatiques. Elles ont signé l'abandon de toute ambition de politique publique en Europe, pourtant si nécessaire à la réduction des inégalités, comme à la conduite de long terme des indispensables transitions industrielles et écologiques. Socialement, le bilan est très lourd. 87 millions d'Européens vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et les inégalités continuent d'exploser. Politiquement, l'impasse est lourde, elle est partout et elle produit des monstres.
La bête noire de nationalisme xénophobe ressurgit dans toute l'Europe et l'abstention s'annonce comme la grande gagnante des élections européennes. Dans l'Europe des années 30, le philosophe Edmond Husserl le disait déjà, le plus grand danger pour l'Europe est la lassitude. En 2019, il s'agit de la lassitude face aux mécanismes d'austérité, lassitude face à un avenir sans cesse plus obstrué. Eh bien nous ne nous résignerons pas à cette dangereuse lassitude. Nous proposons donc de nous saisir d'une situation exceptionnelle dans l'édifice juridique européen, la caducité avérée du TSCG. La vérité doit être dite aux Français. Depuis décembre 2018, il y a maintenant 6 mois, la France et les autres États européens ne sont plus liés par les dispositions du TSCG. La règle d'or, le mécanisme de majorité inversée et la soumission des budgets à la Commission ne sauraient plus constituer des obligations juridiques s'imposant aux États membres de la zone euro. Je veux prouver ce que nous affirmons, car nous savons que les dogmatiques de l'austérité vont s'accrocher à ces politiques pourtant partout rejetées en Europe. Tout d'abord, le TSCG n'est pas un traité de droit européen et ne l'a jamais été. À l'image du mécanisme européen de stabilité, il constitue un outil de droit international, soumis par conséquent aux règles coutumières de ce dernier. Si le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est à ce titre, au titre de son article 356, conclu pour une durée illimitée, ça n'est pas le cas du TSCG. C'est un traité temporaire dont le caractère transitoire découle de son article 16, qui fixe un délai de 5 ans maximum pour sa transposition en droit européen. Ce délai est épuisé et il n'a pas été transposé. Dans la proposition de directive soumise en décembre 2018 par la Commission, le caractère transitoire est rappelé avec clarté. Je cite, « Les parties contractantes ont exprimé leur volonté d'utiliser cet instrument intergouvernemental comme dispositif temporaire. Cette volonté est reflétée à l'article 16 du TSCG qui prévoit que dans un délai de 5 ans maximum, à compter de la date d'entrée en vigueur du dit traité, les mesures nécessaires sont prises afin d'intégrer le contenu du traité dans le cadre juridique de l'Union européenne. Ce caractère transitoire a aussi été remarqué par le Conseil constitutionnel français dans leur propre commentaire de leur décision 2012-653 DC relative au TSCG. Les sages déclaraient ainsi clairement « ce traité a une vocation transitoire ». Or, si en vertu de l'article 55 de notre Constitution, les engagements internationaux ratifiés et approuvés sont applicables et supérieurs aux lois, la jurisprudence a à de nombreuses reprises souligné qu'une telle situation ne trouvait à s'appliquer que dans la mesure où ces engagements étaient régulièrement ratifiés et toujours en vigueur. La situation de caducité du TSCG est donc clairement établie. Au terme des 5 ans, la Commission des affaires économiques du Parlement européen s'étant opposée à la proposition de directive de la Commission européenne transposant le TSCG en droit européen, il s'agit clairement dans la procédure législative européenne d'un refus qui, normalement, doit mettre un terme au projet de la Commission. D'un point de vue du droit international, la situation est claire. Dans le cas de traités conclus pour une durée déterminée, ces traités cessent d'être applicables dès qu'ils sont arrivés à expiration, sans qu'une dénonciation soit nécessaire. J'entends l'autre objection que vous pourriez nous opposer. Une loi organique a été votée en France. Le droit interne suffirait donc à soumettre les budgets nationaux à la règle d'or. C'est oublier deux choses essentielles. D'abord, l'enjeu de la caducité du TSCG dépasse les seules frontières nationales et engage l'ensemble de l'Europe. Ensuite, la transposition du TSCG en France ne s'est pas faite, c'est le moins qu'on puisse dire, sans réticence des parlementaires ou des juges nationaux, à tel point qu'il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle. Le déficit structurel de 0,5% du PIB n'a pas été inscrit stricto sensu dans la loi organique. Dans ce cadre, aucune disposition constitutionnelle ne saurait plus nous obliger de respecter un objectif de moyen terme de 0,5% de déficit structurel. Une telle position est par ailleurs en cohérence avec l'avis formulé par le Conseil d'État relatif à la loi de programmation 2009-2011. Mes chers collègues, avec la caducité du TSCG en Europe, c'est l'un des mécanismes structurants de la conception de l'encadrement des politiques publiques qui est mis en cause. Et en France,
C'est la conception qui préside aux lois de finances pluriannuelles qui est remise en cause. Alors que nos concitoyens, nos travailleurs, nos PME, nos agriculteurs, nos artisans, nos services publics sont étranglés par les politiques d'austérité, nous devons nous servir de cette occasion historique. La France doit prendre la tête du combat pour libérer l'Europe des mécanismes de contrainte qui ont étouffé l'activité économique, enrichi les actionnaires et appauvri les peuples et les nations. L'Europe fait face à des défis cruciaux, industriels, économiques, informationnels. Ces derniers ne pourront être atteints sans l'engagement de la puissance publique, sans de réels mécanismes de coopération budgétaire en Europe. J'ai rappelé ici il y a quelques jours, en présence du ministre Bruno Le Maire, nos propositions pour la création d'un fonds de développement des services publics, pour la refondation des missions de la BCE au service d'un nouveau développement social, industriel et écologique. Le vide juridique laissé par la caducité du TSCG doit nous libérer des multiples instruments de contraintes budgétaires qui ont violé les souverainetés nationales en Europe. D'autres traités de droit international peuvent être négociés pour enfin mettre sur rail une nouvelle union des peuples et nations, libres, souverains et associés. Mes chers collègues, déjà en son temps, Voltaire s'interrogeait. La vieille Europe, elle ne revivra jamais. La jeune Europe offre-t-elle plus de chances? À l'approche de ces élections européennes, qui s'avère crucial pour l'avenir de notre continent, donnons enfin une réponse qui soit à la hauteur des enjeux que nous affrontons dans notre époque. Merci. Dans la suite du débat, la parole est à monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRCE pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre groupe a souhaité porter à l'ordre du jour de notre Assemblée la question de la caducité du TSCG. Notre collègue Pierre Laurent vient de démontrer avec force argument combien la France ne devait plus être liée par les dispositions contenues dans ce traité. Dans le prolongement de cette première intervention, je voudrais souligner la nécessité pour la France et pour l'Europe de rompre de manière durable avec la logique même portée par le TSCG et les autres règles d'encadrement budgétaire européen. Caduc juridiquement, ce traité et l'ensemble des règles européennes contraignantes des politiques budgétaires est également dépassé économiquement, socialement et politiquement. Elles ont fait la preuve de leur inefficacité ainsi que de leur injustice. Économiquement d'abord, les prémices théoriques des instruments actuels du contrôle budgétaire postulent l'inefficacité de la dépense publique et conduisent en définitive à faire primer d'abord la libre action des acteurs privés sur les marchés. De plus, le Conseil d'analyse économique que Pierre Laurent a cité dans une note de septembre 2018 critiquait la mesure du solde structurel qui, pourtant, sert de base au fonctionnement du TSCG et autres mécanismes de contrôle budgétaire. Je vais citer la phrase que Pierre Laurent a citée à nouveau. Le Conseil soulignait notamment que le solde structurel n'est pas observable et son estimation est par conséquent sujette à erreur. Dans la pratique, elles conduisent à priver les acteurs publics des moyens d'action essentiels au développement économique. L'Europe en paye aujourd'hui les conséquences. Cela est particulièrement vrai dans les industries et les secteurs de pointe où la production européenne est en grand recul. À titre d'exemple, la part de l'industrie dans le PIB européen est passée en dessous des 20% quand celle de la Chine atteint les 40%. Pire encore, les règles européennes d'encadrement des finances publiques sont aujourd'hui contraires aux maigres volontés d'investissement des gouvernements européens, à l'image du plan que le ministre allemand Peter Altmaier a présenté la semaine passée. Ces règles étaient un handicap, elles se transforment aujourd'hui en un obstacle. Même les dirigeants allemands de la CDU-CSU commencent à en prendre conscience. Ces règles étaient restrictives, elles sont aujourd'hui dépassées dans la compétition mondiale. Elles empêchent dans les faits de mener des stratégies ambitieuses pour nos entreprises, les PME, nos artisans et surtout nos territoires. L'insistance des règles européennes à faire respecter une trajectoire de solde structurel vers 0,5% est également dépassée socialement. Le TSCG, les dispositions du traité de Lisbonne, les six-pack et two-pack empêchent les États membres de mener des politiques de cohésion sociale adaptées aux besoins des populations.
Réduire de manière arbitraire les moyens de l'action publique dans des temps de crise conduit 87 millions d'Européens à survivre sous le seuil de pauvreté. Surtout, ces politiques font porter sur les épaules des plus fragiles le fardeau de l'économie financiarisée et de ses crises à répétition. L'inclusion dans les règles du TSCG et les autres mécanismes européens de toutes les dépenses des administrations publiques, sociales, militaires, économiques, sans aucune pondération particulière, est également injuste socialement. Elle empêche toute protection privilégiée des dépenses sociales, alors même que celles-ci sont, dans les temps de crise, indispensables pour maintenir la cohésion de nos sociétés. Politiquement, enfin, les règles actuelles contraignent la souveraineté des parlements européens. Elles participent directement à la mise à distance des peuples de la construction européenne. Elles contribuent aussi directement à la montée des forces nationalistes qui, de l'Espagne à la Hongrie, de l'Estonie à l'Italie, favorisent les forces les plus réactionnaires. Il est l'heure de proposer, à l'occasion des élections européennes qui auront lieu dans quelques jours, un nouvel horizon pour nos finances publiques en France et en Europe. En France, libérés de l'objectif du solde structurel à l'horizon 2022, nous pourrions désormais planifier un autre chemin de développement, protecteur des plus fragiles et redonnant aussi de l'air à nos entreprises. Notre vision des finances publiques s'articule sur deux piliers, la justice sociale et territoriale d'une part et l'efficacité économique d'autre part. La justice sociale et territoriale d'abord. Plus que la contrainte et la négation de la libre administration des collectivités territoriales, nous pouvons en finir avec la contractualisation qui a été pensée et appliquée dans l'objectif du respect du solde structurel. Les dépenses de cohésion sociale, le soutien aux administrations de sécurité sociale devraient être, selon nous, considérés comme prioritaires. Et, à l'inverse, il faut en finir avec l'impulsion donnée aux dépenses militaires. Mes chers collègues, une gestion socialement juste est une affaire de choix avant tout. Entre la dépense militaire et la dépense hospitalière, nous assumons pleinement les nôtres. La justice doit également primer dans les recettes de l'État. À ce titre, nous voulons ici, une fois encore, réitérer nos positions de principe qui sont très largement partagées dans la population. À cet égard, nous voulons toujours le rétablissement de l'ISF et de l'imposition progressive sur le capital, de même qu'une refonte des tranches de l'impôt pour atteindre à terme 14 tranches d'impôt sur le revenu. Nous voulons ensuite favoriser l'efficacité économique. Là encore, la logique du TSCG et la volonté purement comptable de tenir l'objectif de moyen terme a été largement négative pour notre économie. Nous souhaitons une refonte de soutien public à nos entreprises, une pérennisation de nos fleurons industriels, un fonds d'investissement social et écologique qui soit pleinement actif. Enfin, chers collègues, c'est l'Europe qui doit prendre un tout autre chemin. La contrainte budgétaire anachronique pèse fortement sur l'avenir de notre continent. Libérée de la logique du TSCG, l'Europe doit pouvoir se ressaisir, adopter une politique réaliste dans son soutien à l'activité, faire primer les logiques productives et sociales plutôt que le libre-échange généralisé. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste et républicain pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il n'est pas possible d'avoir durablement une monnaie commune sans politique budgétaire et monétaire commune, ou au moins convergente. Et dans un espace de libre circulation, la convergence budgétaire ne peut se faire sans convergence fiscale. Les initiateurs de l'euro, je pense, n'ignoraient pas cette évidence. Mais ils ont fait le pari que l'euro allait pouvoir permettre une transformation politique de l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est au même moment que la citoyenneté européenne a été mise en place par le traité de Maastricht. Et donc, la dynamique avait été créée, le pari n'a pas été réalisé. Ainsi, en 1997, la mise en place du pacte de stabilité et de croissance a mis en place finalement une sorte de pilote automatique sur les politiques budgétaires des pays qui allaient faire partie de la zone euro. En 2008, la crise a mis en danger l'ensemble de l'édifice et il a fallu revoir les choses dans l'urgence, tant en termes budgétaires et de convergence budgétaire qu'en termes monétaires. Le premier pas, le plus douloureux, c'est le six-pack adopté en novembre 2011. Très contraignant, établissement au semestre européen, une intervention possible de la Commission européenne en cas de nécessité estimée et des sanctions, des règles communes de gouvernance plus strictes et tout cela inscrit dans le droit communautaire. C'est cela
qui a commencé à à renforcer cette idée d'Europe qui est vecteur d'austérité. Ensuite, il a été mis en place le mécanisme européen de stabilité pour répondre aux besoins de liquidité face à une crise aiguë. Enfin, négocié en mars 2012, le TSCG a été, comme vous l'avez dit, Monsieur Pierre-Laurent, n'a pas été inscrit dans les actes communautaires, mais était un traité entre 25 pays membres de l'Union européenne qui répondait à l'exigence de la Banque centrale européenne qui voulait ceci pour pouvoir mettre en place une politique de défense de l'euro plus agressive. La France, vous l'avez rappelé, ne s'y est pas résolue facilement, mais la mise en place du plan Juncker, dont la France est l'un des principaux bénéficiaires, a, pu justifier le fait d'aller dans cette direction compte tenu de la situation financière de l'Europe et aussi de notre pays. Bien entendu, tout cela ne s'est pas fait sans conséquence sur l'image de l'Europe. Nous avons aussi en même temps mis en place l'union bancaire, l'aspect monétaire qui devait être plus convergent, une régulation des banques plus dure, qui d'ailleurs affaiblit aujourd'hui leur marge de manœuvre face aux banques américaines et pose un problème de souveraineté économique. Enfin, contrairement à son image, le TSCG n'est pas plus dur que le six-pack, qui, lui, reste dans les traités, et vous l'avez dit, avec les conséquences que vous avez justement soulignées. C'est aujourd'hui, finalement, la notion de déficit structurel qui était dans le TSCG qui est remise en cause, et on est tous d'accord pour dire que c'est une notion qui avait vocation à ne pas ajouter la crise à la crise, mais qui, en réalité, faute d'objectivité, ne veut pas dire grand-chose. La constatation qu'on doit faire après 7 ans de politique de cette nature, c'est que l'Union européenne s'est comportée comme un pays dont l'économie était totalement tournée vers l'exportation. Elle a oublié que sa principale force, c'était son marché intérieur, le premier marché intérieur mondial. Cette force, c'est d'autres pays qui nous l'ont prise, les États-Unis, l'Inde ou la Chine, en développant la force de leur marché intérieur et la demande sur leur marché intérieur pendant cette période. Il suffit de voir sur ces années l'évolution des croissances des différentes zones du monde pour le constater. On doit aussi constater que ça remet en cause la politique de concurrence qui s'appuyait finalement sur le fait que tout se passait en Europe. Or, sur les dernières années, plus grand-chose se passe en Europe. Les choses se passent en Chine, les choses se passent sur les marchés mondiaux. Et ceci fait que notre politique de concurrence européenne, elle est devenue caduque aussi parce que notre marché européen n'a pas été suffisamment soutenu. La réduction du périmètre de l'action publique dans les différents pays européens est aussi particulièrement préoccupante en matière d'éducation, en matière d'énergie, en matière de logement. Et ces sujets sont des sujets qui attaquent finalement la cohésion de nos sociétés. Il n'était donc pas du tout raisonnable, comme le proposait le Parti populaire européen, d'inscrire les dispositifs du TSCG dans les dispositifs des traités de l'Union européenne. Quelle réponse alors pour sortir de ce pilotage automatique que le pacte de stabilité, pas le TSCG, le pacte de stabilité a introduit en 1997 et a été durci en 2011 avec le six-pack. D'une part, un budget de la zone euro. Oui, mais comment faire ? Nous avons déjà du mal avec des ressources propres de l'Union européenne qui baissent et qui sont de moins en moins importantes dans le budget de l'Union européenne et des contributions nationales qui sont de plus en plus élevées. Si on avait un budget en plus et que ce soit des contributions nationales, finalement, quel est le sens de tout ça ? Si le budget de la zone euro remplace le budget de l'Union européenne, où il y a des transferts de compétences, est-ce que vraiment nous allions dans le sens de l'intégration européenne ? Et quoi qu'il arrive, la ligne de crédit que le gouvernement aujourd'hui évoque comme étant un grand succès, la mise en place d'un budget de la zone euro, la ligne de crédit dans le budget de l'Union européenne pour la prochaine période ne répond absolument pas aux enjeux et au contraire, compte tenu des conditions pour sa mise en œuvre, n'est absolument pas une réponse adéquate à une mise en place d'une politique budgétaire plus intégrée entre les pays de la zone euro. Le pacte de stabilité lui-même doit être revu, car il a été mis en place en 1997 dans des conditions absolument différentes en termes de déficit budgétaire, de déficit public, de dette, mais surtout de taux d'intérêt. 3% de déficit public par an, 60% d'endettement, c'est absolument différent lorsque nous avons des taux d'intérêt proches de zéro ou lorsque les États se financent, comme en 1997, à peu près à 5% d'intérêt par an.
Les règles ne peuvent plus être les mêmes. Aujourd'hui, nous devons constater que face à ces règles-là, d'une part, nous bloquons la capacité des États à emprunter sur le long terme pour des politiques en matière de transition énergétique, de logement en particulier ou d'éducation, qui sont particulièrement indispensables, ou d'infrastructures qui permettent de renforcer nos économies, alors que l'argent est là, disponible et pas cher. Et d'autre part, le fait d'avoir des taux d'intérêt faibles rend possible, pour les dépenses courantes, les États de vivre au-dessus de leurs moyens. Donc en fait, il faudrait faire évoluer les choses en durcissant la capacité sur les dépenses courantes et en permettant beaucoup plus d'investissements. Enfin, sur ces sujets, c'est bien parce que nous voulons que l'Europe soit un modèle pour l'avenir, et en particulier pour la transition énergétique. Il est absolument indispensable de faire en sorte de renforcer les capacités d'endettement de la puissance publique pour assurer la réussite de la transition énergétique, et pas simplement compter sur le fait que l'Europe va perdre son activité industrielle et va l'envoyer et va acheter des produits dans d'autres pays du monde pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Ce manque d'investissement en Europe, il est particulièrement dramatique lorsqu'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Je reviens de Chine. Ne nous trompons pas sur Donald Trump, qui, sur ce plan, renforce de manière importante les investissements publics des États-Unis dans son propre pays pour renforcer le marché intérieur. Nous ne pouvons pas être les seuls à faire une politique différente, ça nous affaiblit. Alors ce débat, cher groupe communiste et républicain, il est bienvenu. Il ne doit pas être simplifié et il est important, au moment où on parle des élections, où on aborde les élections européennes, d'évoquer ce sujet. Parce qu'on doit effectivement constater, et vous l'avez dit, qu'à force d'avoir parlé et d'avoir mis en place ces critères de Maastricht avec les conséquences qu'on vient d'évoquer, alors qu'il faut mettre en place une politique européenne commune, budgétaire et monétaire, si on a une monnaie commune, nous avons finalement transporté le débat et de la mise en œuvre des critères de Copenhague, des critères de démocratie, d'état de droit, qui sont le fondement de l'Union européenne, et on a fait glisser l'Europe du respect des critères de Copenhague au respect des critères de Maastricht, et c'est ceci qui est en train de casser l'image de l'Europe auprès des citoyens. La construction européenne doit rester la défense de l'état de droit et la défense des critères de Copenhague d'abord. Si nous ne défendons pas d'abord les critères de Copenhague, nous n'aurons ni les critères de Copenhague, ni la démocratie, ni l'état de droit, ni un développement économique. La politique économique et budgétaire est trop essentielle aujourd'hui pour continuer à être soumise à une sorte de pilote automatique, qui sont des règles qui ont été fixées il y a maintenant plus de 20 ans, dans des conditions mondiales qui étaient absolument différentes. La monnaie unique ne peut pas être perçue comme une contrainte. Elle doit être un outil de souveraineté qui est au service de la démocratisation et qui passe par la démocratisation de l'Europe. Une Europe où ceux qui décident, ce ne sont plus les États dans les couloirs de Bruxelles, mais les citoyens européens directement, avec une perspective de démocratisation de l'Europe qui permet de remettre les citoyens au cœur des décisions européennes et au cœur des choix économiques et sociaux qui doivent être faits. Il ne faut pas attendre la prochaine crise pour agir, parce que c'est ainsi que l'Europe, finalement, perd son image auprès des citoyens. L'Europe doit avoir une vision de long terme. Cette vision, pour continuer à construire une Europe souveraine, c'est de mettre en débat et de proposer aux citoyens de choisir leur politique budgétaire, leur politique monétaire, en faisant évoluer ce pacte de stabilité et en donnant plus de marge de manœuvre et plus de capacité de décision aux citoyens. C'est en cela que ce débat est utile aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas rester dans la situation actuelle sans fragiliser la situation économique et la situation industrielle de l'Europe de demain, et la situation et l'ambiance politique dans l'Europe. La parole est au président Jean-Marc Gabouty pour le groupe RDSE. Et vous disposez de 7 minutes, chers collègues. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'intitulé de ce débat, à l'initiative de nos collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, mériterait sans doute plus d'une heure, compte tenu de tout ce qui a déjà été écrit ou dit sur les critères européens et les débats qu'ils continuent de susciter.
Il ne se limite d'ailleurs pas au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de 2012, qui n'est que le dernier étage d'un ensemble de règles instaurées avec les traités de Maastricht en 1992, puis d'Amsterdam en 1997, c'est-à-dire le pacte de stabilité et de croissance. Si l'on remonte encore un peu plus aux origines de la règle des 3% de déficit ramené au PIB, c'est lors du premier septennat de François Mitterrand qu'elle serait apparue. La raison de ce chiffre est donc historique et conjoncturelle, tout en ayant l'avantage d'une certaine simplicité, voire d'une symbolique. Elle a ensuite été reprise lors des négociations du traité de Maastricht et à l'instauration de l'Union économique et monétaire. Il faut donc inverser la vision commune de cette règle des 3%. Ce n'est pas l'Europe qui aurait imposé une règle budgétaire arbitraire aux États membres. Elle a été introduite dans les traités à l'initiative de la France, avec l'accord de l'Allemagne, qui souhaitait garantir une certaine discipline budgétaire au sein de l'Union. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne, adopté en 2012-2013 dans les conditions que l'on sait, n'a fait que renforcer ou affiner ces règles en introduisant la notion de solde structurel et l'objectif de moyen terme que nous avons adopté en loi de programmation en fixant un objectif de réduction de la dette d'un 20e par an, le pacte budgétaire, et en renforçant la coordination des politiques économiques et la gouvernance de la zone euro. Force aujourd'hui est de constater que, depuis l'origine, aussi bien le pacte de stabilité et de croissance que le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance ont été relativement peu respectés par les États membres, et en particulier par la France, qui, hélas, ne figure pas parmi les bons élèves. En effet, elle présente encore un déficit structurel supérieur à 0,5 points de PIB, même s'il existe des débats d'experts sur la délimitation exacte de ce qui relève du conjoncturel ou du structurel, voire de l'exceptionnel, puisque sur 2019, je rappelle qu'on a un débat sur le delta de ce pourcentage compte tenu de la double charge liée au transfert du système de CICE, où il y a une année qui, effectivement, a deux charges puisqu'il n'y a pas de rattachement à l'année budgétaire. La crise financière de 2008 et la crise des dettes publiques ont apporté le coup le plus sévère aux règles du pacte de stabilité. Alors, de nombreux États qui avaient redressé la barre ont dû recourir à des déficits très supérieurs à 3%. Cela a entraîné une hausse spectaculaire de l'endettement public. Alors que la France était en 2008 tout juste dans la limite des 60% d'endettement, elle approche désormais des 100%, avec toutefois une stabilisation depuis 2017. La situation des déficits s'est améliorée. En 2018, seule l'Espagne affichait un déficit encore supérieur à 3%, et 14 pays, dont la Grèce, affichaient un budget en équilibre ou en excédent. Depuis 2017, la France affiche un déficit inférieur à 3% du PIB et elle est enfin sortie de la procédure des déficits excessifs. En revanche, le niveau d'endettement reste élevé. La moitié des États membres présentent une dette publique supérieure à 60% et 5 pays ont une dette supérieure à 100% du PIB. La dette moyenne de la zone euro était de 86% en 2018. Nombreux sont ceux qui, depuis l'origine ou plus récemment, remettent en question les critères de convergence européens. De fait, au niveau de l'Union, la France, qui porte depuis longtemps le projet d'une union économique et politique plus étroite, avec une véritable gouvernance de la zone euro et un budget commun, doit composer avec les réticences de l'Allemagne et d'autres États qui craignent de devoir payer pour la mauvaise gestion réelle ou supposée de leurs voisins. Alors que le fédéralisme est aujourd'hui très poussé en matière monétaire et qu'il s'est renforcé dans le domaine bancaire, la politique budgétaire reste le parent pauvre, ce qui laisse le système européen incomplet et déséquilibré. Dans ce contexte, qu'apporterait réellement la sortie des traités ? La situation outre-Manche est éclairante. Au-delà des négociations difficiles sur le Brexit, le Royaume-Uni présente l'exemple d'un État membre qui n'a pas signé le pacte budgétaire. Pour autant, il présente des niveaux de déficit et d'endettement qui ne sont en rien exemplaires, même s'ils se sont améliorés ces dernières années par rapport à notre pays. Comme les autres États, il doit émettre de la dette sur les marchés avec un taux fixé par ces derniers. Le Royaume-Uni
a dû mettre en place ses propres règles contraignantes afin de maîtriser ses finances publiques. Depuis de nombreuses années maintenant, il pratique une austérité budgétaire qui n'aurait probablement pas de quoi enchanter nos collègues. Et Brexit ou pas, à la fin de l'année, il n'est pas sûr qu'il mette un terme dans un avenir proche. Cet exemple semble donc indiquer qu'une sortie pure et simple des traités ne ferait pas disparaître certaines contraintes qui s'exercent sur nos finances. Enfin, il faut rappeler le contexte de l'adoption du pacte budgétaire. C'était alors la condition qu'avaient posée l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres pays pour poursuivre l'aide aux pays en difficulté financière, en particulier la Grèce. Et la volonté d'apporter une réponse aux causes structurelles des déficits n'est pas critiquable, me semble-t-il, en soi. En revanche, la question de la convergence continue de se poser. L'absence de politique budgétaire proprement européenne reste un frein à une véritable coordination et une politique davantage tournée vers l'investissement, la croissance, l'emploi et la transition énergétique. Ce à quoi devait répondre le pacte pour la croissance de 2012. C'est le sens de la proposition réitérée par le président de la République à nos partenaires européens. Le rôle des parlements nationaux, tel que défini également aux articles 3 et 13 du traité, mériterait davantage d'attention. Ces quelques remarques montrent la complexité du sujet. Il est improbable qu'une sortie sèche des traités ferait disparaître les contraintes qui pèsent sur la politique budgétaire des États membres. En revanche, la zone euro doit mettre beaucoup plus l'accent sur l'investissement, l'emploi et la coordination budgétaire et fiscale. En conclusion, si cette règle des 3% qui nous est imposée par l'Europe, et c'est facile de renvoyer l'impopularité de telles contraintes sur d'autres, si cette règle n'existait pas, nous devrions nous l'imposer à nous-mêmes. L'objectif n'est pas de se limiter à la règle des 3%. Il est d'avoir un budget à minima en équilibre et, si possible, excédentaire, afin d'amorcer la réduction de l'endettement public. Notre surendettement nous prive aujourd'hui de toute marge de manœuvre. Il affaiblit politiquement notre pays en nous privant des moyens financiers qu'il serait souhaitable de mobiliser pour la modernisation de nos infrastructures routières, ferroviaires, fluviales ou hospitalières, pour la transition énergétique ou encore pour l'aide au développement en faveur, par exemple, des pays africains. Et je termine par une phrase. L'absence de contraintes budgétaires n'est pas synonyme d'autonomie budgétaire, mais plutôt d'impuissance politique. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Olivier Henno pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, alors que nous célébrons aujourd'hui la Journée de l'Europe, je remercie nos collègues du groupe CRCE d'inscrire ce grand et beau projet qu'est le projet européen à l'ordre du jour de notre Assemblée. Cependant, quel paradoxe, polariser le débat sur la gouvernance de la zone de l'euro, de l'Union européenne le 9 mai, non pas pour la célébrer, non pas pour saluer les presque 70 ans de paix, mais en réalité pour la critiquer. C'est légitime, bien sûr, mais c'est paradoxal. Et cette critique, mes chers collègues, vous ne pouvez pas nous empêcher de penser qu'elle est autant motivée par une forme de nostalgie que par une volonté de justice sociale ou territoriale. Quel dommage que votre vision de l'Union européenne soit ainsi centrée sur les contraintes, les seules contraintes qu'elle imposerait aux États. Mettons tout d'abord les choses au clair, ça a déjà été dit, mais malgré ce que l'on peut lire dans une certaine presse, le traité de stabilité dont il est question aujourd'hui n'est pas caduc. Le retard pris, c'est vrai, par rapport aux dispositions de son article 16, ne saurait en effet en entraîner la caducité. Toujours en vigueur, il mérite tout notre sérieux. Le contenu et la philosophie de ce traité placent de fait la discipline budgétaire en son cœur. Cependant, et de manière cohérente avec l'esprit des règles européennes, elle s'accompagne de deux autres piliers tout aussi importants, la coordination des politiques économiques des États membres et la gouvernance de la zone euro. Ces trois composantes ne sauraient aller l'une sans l'autre, au risque de déséquilibrer l'approche même de l'Union européenne sur ce sujet. Les dispositions relatives à la discipline budgétaire énoncent en effet des règles complémentaires à celles du pacte de stabilité et de croissance pour les pays de la zone euro. Je ne rentrerai pas ici dans le détail des mesures techniques, ça a été fait avant moi, mais je ne peux qu'insister sur le fait que de telles dispositions sont aujourd'hui encore nécessaires au bon fonctionnement de l'espace économique commun et intégré qu'est l'Union européenne. L'établissement pour chaque pays d'un objectif de réduction de sa dette,
devient alors un gage de pérennité pour l'ensemble du système, la crise grecque ayant démontré le danger que peut représenter le risque de défaut d'un seul État. Par ailleurs, notons que le traité introduit une évolution intéressante avec le choix d'évaluer le déficit structurel des États membres. Cela permet de mieux prendre en compte l'impact d'une crise économique que ne le permettrait l'étude du seul déficit public tant décrié. Le traité organise par ailleurs une coordination accrue des politiques économiques des États membres. Si cette approche était essentielle au moment de la signature du texte en 2012, elle ne l'est pas moins en 2019, et ce pour les pays membres de la zone euro comme pour l'ensemble de l'Union. En effet, le traité engage notamment les États membres à débattre préalablement de leurs mesures économiques domestiques et à les coordonner au maximum. Cela peut paraître évident, mais il est toujours bon de rappeler que l'Union européenne ne pourra faire face aux grands blocs économiques que sont les États-Unis et la Chine qu'en abordant les grands enjeux du moment d'une seule voix. La coordination est à ce titre plus que jamais nécessaire. Enfin, la gouvernance de la zone euro s'est trouvée renforcée par ce traité grâce à l'institution des sommets de la zone euro, ainsi qu'une association plus étroite des parlements nationaux au débat économique européen. Les marges de progrès existent, bien sûr, encore que, dans ce domaine, tant les implications de l'adoption d'une monnaie unique sont nombreuses et complexes, mais ces mesures allaient dans le bon sens. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance est donc un texte important qui enrichit le cadre de nos règles budgétaires. Né d'une crise grave, celle de la dette grecque, il place logiquement la discipline en vertu cardinale. Je ne dis pas, mes chers collègues, que cet accord est parfait. Il a d'ailleurs été complété depuis et sa mise en œuvre ne s'est pas faite sans un certain pragmatisme. Mes chers collègues, pour résumer cette question et pour l'aborder, notre groupe, dans ce débat, veut toujours le faire avec quelques idées simples. Avec l'euro, nous disposons de l'arme de souveraineté monétaire indispensable pour peser par rapport aux empires continents, je les ai cités tout à l'heure, les États-Unis, la Chine et peut-être d'autres demain. Avec l'euro, nous sommes en capacité, grâce à la politique de la BCE, de permettre aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités, à l'État français, d'emprunter à des taux d'intérêt très peu élevés, il faut le dire. En conséquence, les pays de la zone euro, grâce à ces taux très bas, ont une autonomie budgétaire non pas affaiblie, mais d'un certain point de vue renforcée, une capacité d'agir et de construire l'avenir et d'investir plus forte. Laissez penser que sans ce pacte de stabilité, nous pourrions dépenser sans compter, faire tourner la machine à billets, comme on disait autrefois, sans conséquences sur l'inflation, sans conséquences économiques et sans conséquences sociales. Sincèrement, c'est une blague. L'observation de notre collègue Lecomte, nous la partageons en partie. Il serait intéressant de différencier l'endettement du fonctionnement par rapport à l'endettement, par rapport à l'investissement, si on veut réussir la transition écologique notamment. C'est une réflexion que nous prenons également. Mes chers collègues, il n'empêche, ce traité, heureusement qu'il existe. Si nous avons une critique à faire à la zone euro, c'est que ce traité ne va pas encore assez loin. Si nous rêvons d'un euro aussi fort que le dollar, c'est-à-dire une monnaie de compte, de change, une monnaie internationale, alors il faut aller plus loin en matière de convergence monétaire, budgétaire. Il faut dépasser la convergence monétaire et budgétaire et décider la convergence économique, fiscale, sociale, écologique. Par le haut, bien sûr, non pas par le bas. Voyez, mes chers collègues, dans mon bureau, il y a un seul portrait d'homme politique, celui de Robert Schuman, l'homme de la déclaration du 9 mai 50. Et donc je trouve heureux qu'ici au Sénat, chaque groupe saisisse ce moment, ce débat pour s'interroger sur ses convictions européennes, à quelques jours d'un scrutin européen essentiel et le jour de la fête de l'Europe. Vive l'Europe. Je vous remercie. La parole est à Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants. Chers collègues, vous disposez de 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en ce jour 9 mai, journée de l'Europe, nous débattons d'un sujet européen et je rejoins mon collègue qui m'a précédé
ici à la tribune en disant que c'est une journée très importante. Nous débattons donc de la prétendue caducité du TSCG et de ses éventuelles conséquences. Le TSCG est un traité intergouvernemental conclu en 2012 afin de renforcer les règles du pacte de stabilité et de croissance de 2001. Ce pacte dispose que le budget des États de la zone euro ne doit pas présenter un déficit supérieur à 3% du PIB. De même, la dette publique ne doit pas être supérieure à 60% du PIB de l'État. Ce pacte a été plusieurs fois complété et c'est l'objet du TSCG. Le TSCG contient des règles budgétaires dont celle de la limitation du déficit structurel des États partis au traité de 0,5% de leur PIB. Le déficit structurel ne tient pas compte des effets conjoncturels de tel ou tel accident. Des aléas peuvent en effet toujours influer ponctuellement et temporairement sur les finances d'un État. C'est un progrès majeur. Mes chers collègues, rappelons-nous que le TSCG est un traité intergouvernemental. En clair, les 25 États qui en sont partis ont librement, contractuellement consenti aux obligations qu'il contient. Le TSCG n'a pas été imposé par Bruxelles. Le débat d'aujourd'hui se fonde sur l'idée que le TSCG est caduc, puisqu'il n'a pas été transcrit dans le droit de l'Union dans le délai fixé à son article 16. L'obligation de transposition du TSCG dans le droit de l'Union n'était pas formulée à peine de nullité et il s'avère, de source européenne, qu'une telle transposition est suspendue, mais non annulée, par la Commission du Parlement européen qui en a la charge. Au-delà de ces considérations, le groupe Les Indépendants considère que cette supposée caducité ne change pas grand-chose. Et ce, pour deux raisons. D'abord, parce que les parties à ce traité ont volontairement souhaité son application. Ensuite, parce que les dispositions du TSCG ont été inscrites dans les droits nationaux. La France y a d'ailleurs procédé par le vote de la loi organique du 26 novembre 2012. Nous pensons cependant qu'il est possible et souhaitable de faire encore mieux. Le TSCG permet un déficit, si mineur soit-il. Nous souhaitons qu'un budget ne puisse être voté qu'à condition qu'il soit excédentaire ou équilibré. Le véritable enjeu de ce débat sur la caducité du TSCG semble être ailleurs. Certains ont exprimé le sentiment que les États partis au TSCG, dont la France, ont été privés de leur autonomie budgétaire. Aussi, retrouver cette autonomie ne signifierait rien d'autre que de pouvoir faire ce que nous nous sommes interdits, un déficit incontrôlé, voire incontrôlable. Les chantres de dépenser plus en gagnant moins rêvent peut-être pour la France de ce qui a conduit la Grèce et l'Europe au bord du gouffre. Une dette à 177% du PIB et un déficit à 13%. Ce n'est pas le cas du groupe Les Indépendants, ni de la majorité des groupes qui se trouvent ici, je suppose. L'idée d'une dépense publique sans borne est une douce utopie. Mais il s'agit d'une utopie dangereuse qui enverrait le pays par le fond, comme elle l'a déjà fait pour un certain nombre d'autres États. Nous ne souhaitons pas une politique de dépenses publiques effrénée, parce qu'une telle politique mettrait en danger l'économie du pays et les avoirs des Français. Au contraire, nous sommes convaincus qu'il faut persister dans le choix de finances assainies, afin de fortifier notre économie et d'assurer l'indépendance de la nation. De quelle autonomie budgétaire pourrait-il d'ailleurs être question lorsque la dette de la France atteint 98% de son PIB? Les Français dénonçaient déjà les excès de Madame Déficit il y a quelques 250 ans. Ils ont réaffirmé dernièrement qu'ils en ont assez de l'irresponsabilité budgétaire. Nos concitoyens aspirent à ce que leurs revenus et leur patrimoine ne soient pas dévalorisés par une gestion délirante du budget de l'État. Si, par extraordinaire, les obligations du TSCG venaient à tomber, tant au niveau national qu'international, le pacte de stabilité de 2001 continuerait à s'appliquer. Et lui aussi contient des mécanismes de sanction. Quand bien même nous serions entièrement autonomes sur la question budgétaire, faudrait-il que nous fassions n'importe quoi? L'autonomie n'est pas la gabegie. Les sanctions qui sont prévues par le TSCG visent à prévenir un danger bien plus redoutable, la sanction de l'histoire.
Tous ne le savent peut-être pas, mais lorsque le chat n'est pas là, les souris ne sont pas obligées de ne faire que danser. Elles peuvent choisir de travailler à préparer leur avenir. Elles peuvent choisir d'être responsables. Si nous respectons une saine gestion de nos finances publiques, ce n'est pas par peur des sanctions. C'est parce que c'est le mieux que nous puissions faire pour nos concitoyens et pour les générations à venir. Notre liberté, c'est aussi celle de nous engager. Nous avons fait le choix de nous engager à assainir nos finances et c'est tout à notre honneur. Contre le dangereux miroir aux alouettes d'une politique basée sur le déficit, le groupe Les Indépendants continuera de promouvoir l'équilibre budgétaire. Il en va du sort de la France et de celui de l'Europe. Je vous remercie. Merci. La parole est à Mme Christine Lavarde pour le groupe Les Républicains pour 7 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant toute chose, je remercie le groupe communiste de m'avoir fait rajeunir de 15 ans. J'ai eu l'impression, en préparant cette intervention, de me retrouver face à un sujet d'oral de concours. Et donc, alors vous allez vous rendre compte que je n'ai pas compris le sujet de la même manière que les orateurs précédents. Et donc, comme dans tout oral, je répondrai à cette question en 3 parties, après m'être attardé quelques instants sur l'essence même du débat, à savoir la notion de caducité. En droit, un acte juridique régulier et valable lors de son édiction ou de sa création devient caduc dès lors que la survenance de certaines circonstances ou de certains faits l'empêche d'être exécuté. Il perd ainsi ses effets juridiques. L'anéantissement s'opère de plein droit du seul fait de la défaillance de la condition à laquelle il était soumise. La caducité résulte donc soit d'une condition qui était présente à l'origine mais qui vient à disparaître ultérieurement, soit de la sanction d'une négligence lorsqu'il incombait à une personne de réaliser une condition. La caducité est donc un acte extérieur à la volonté du législateur qui s'impose à lui. Elle ne remet pas en cause la validité juridique du texte à son origine, mais l'empêche de poursuivre ses effets. Donc, avant de réfléchir sur les liens de cause à conséquence entre le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne, que vous me permettrez d'abréger sous le nom de TSCG, et l'autonomie budgétaire des États, il s'agit de vérifier que le postulat du groupe CRCE, à savoir la caducité dudit traité, est vérifié. Pour ce faire, il s'agit donc de répondre par l'affirmative à l'une de ces 2 questions. Une condition à l'origine du traité a-t-elle disparu ou une négligence a-t-elle entraîné la non-réalisation d'une des conditions? Selon le premier paragraphe de l'article 1 du traité, le TSCG tend à renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leur politique économique et à améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale. De manière évidente, aucune condition à l'origine du traité n'a disparu, l'Union européenne n'a pas disparu et nous utilisons donc toujours des euros. Se trompant sur le sens juridique de la caducité, certains ont affirmé un peu vite la fin du TSCG devant l'incapacité de certains États signataires à respecter les règles fixées à l'article 3, un déficit structurel autorisé des 0,5% pour l'objectif de moyen terme, et à l'article 4, réduction d'1/20 par an de l'écart entre la dette observée et la référence de 60% du PIB. Moins de 2 ans après son entrée en vigueur, force était de constater que l'Italie, le Portugal ou la Grèce avaient abandonné le chemin imposé de réduction de leur dette. En France, le PLF pour 2015 reposait sur un déficit structurel de 2,2%, soit le double du niveau fixé dans la loi de programmation budgétaire, loi d'application du traité. À l'époque, on envisageait un retour de la France dans le droit chemin, pas avant 2019. Ce n'est malheureusement pas le cas. En effet, avant même les annonces du 10 décembre 2018 et celles du 25 avril 2019, le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis rendu sur le projet de budget pour 2019, soulignait que les ajustements structurels prévus pour 2018, 0,1 point, et 2019, 0,3 point, qui seront soumis à l'appréciation de la Commission, ne sont pas conformes aux règles du bras préventif du pacte de stabilité.
Ce n'est pas parce que la France, sous François Hollande, comme sous Emmanuel Macron, ne réussit pas à s'astreindre à la rigueur budgétaire attendue que le TSCG devient inopérant pour autant. On peut simplement et malheureusement faire le constat de son inefficacité. C'est dans le titre 6, dispositions générales et finales du traité, que nous pourrions trouver une négligence ayant entraîné la non-réalisation d'une des conditions. Comme l'a rappelé M. Laurent, l'article 16 stipule en effet que dans un délai de 5 ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur, ce traité doit être intégré dans le cadre juridique de l'Union européenne. La date butoir se trouvait donc fixée au 1er janvier 2018. À plusieurs reprises, les différentes instances européennes ont rappelé cet impératif. Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 et du 24 juin 2015, document de réflexion sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire présenté par la Commission en mai 2017, discours sur l'état de l'Union de 2017, proposition de directive du Conseil du 6 décembre 2017, établissant des dispositions en vue du renforcement de la responsabilité budgétaire et de l'orientation budgétaire à moyen terme dans les États membres. Cependant, la résolution adoptée le 23 juin dernier par l'Assemblée nationale révèle que l'inscription du TSCG dans le droit de l'Union est loin d'être simple. On y lit notamment au point 15 « La proposition de la Commission européenne n'est pas consensuelle et son adoption est, aux yeux de certains États membres, compromise par d'importants obstacles juridiques. Invite par conséquent la Commission européenne à envisager des options alternatives pour renforcer le mécanisme européen de stabilité dans l'hypothèse fort probable où l'unanimité exigée ne serait pas atteinte. » Puis, au point 16, considère dans cette perspective que le renforcement du mécanisme européen de stabilité pourrait se faire via une révision du traité intergouvernemental qui l'instaure et souhaite qu'une réflexion soit engagée pour doter ce mécanisme d'instruments et de pouvoirs préventifs de gestion des crises. La non-réalisation de l'article 16 fait-il tomber le TSCG? C'est la lecture faite par M. Mélenchon et que partage également M. Laurent. Ce n'est pas la mienne. Il me semble que la non-réalisation de l'article 16 acte des difficultés de la construction européenne, notamment sur le plan économique, dans un contexte de croissance atone. Arrivons donc à la conclusion que le TSCG n'est pas caduc. De mon point de vue, la question du groupe CRCE devient absurde. Cependant, je rappellerai simplement que si de telles règles de gouvernance n'étaient pas érigées et si chaque pays de l'Union avait des politiques budgétaires irresponsables, nous serions bien vite rattrapés par un principe de réalité, la réalité des marchés. Les règles du TSCG sont là pour protéger la zone euro et non pas pour la livrer au marché, voire au FMI. Les partis d'extrême, de droite comme de gauche, tels des adolescents en quête de sens, parlent beaucoup d'autonomie, de souplesse, de liberté. À mon tour de vous poser une question. Quelle serait la liberté d'un pays asphyxié par la dette ou soumis à l'hyperinflation? Les exemples contemporains nous démontrent qu'un mauvais TSCG vaut mieux qu'un défaut de paiement sur sa dette. La Grèce n'a pas sombré, le Venezuela ne peut pas en dire autant. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Richard Yung pour le groupe La République En Marche. Pour 7 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je rends hommage à la leçon de droit qui vient de nous être développée par Madame Lavarde. Moi, je ne suis pas juriste, donc je n'avais pas d'opinion très arrêtée sur la caducité ou la non-caducité du TSCG. Je me suis dit qu'au fond, derrière cette question, la question que vous aviez évoquée, y a-t-il caducité? Il y avait une vraie question qui était quelle est notre attitude vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'intégration de l'Union européenne, vis-à-vis de l'Union économique et financière. Que c'était ça dont on voulait parler et que là-dessus, merci d'avoir inscrit la question en débat. Il est clair que nous avons sans doute des positions divergentes. Voilà. Et
au moment où il y a des élections européennes, dans 15 jours, 3 semaines. C'est un bon débat à avoir. Et d'ailleurs, le pays répondra par les résultats. Il nous dira ce qu'il pense que doit être fait. Par contre, je pense que les conditions économiques d'aujourd'hui, de 2019, sont très différentes de celles de 2012. Et donc, que nous devons réfléchir à cette nouvelle scène économique et voir les propositions de modification éventuelle du TSCG ou du dispositif général par rapport à ce débat. Moi, je ne pense pas que le TSCG ait privé les États de leur autonomie budgétaire. Nous avions d'ailleurs eu ce débat au moment de la ratification du projet de loi en 2012. Et je vous rappelle que le Conseil constitutionnel a considéré, je cite, que le traité n'a procédé à aucun transfert de compétences en matière de politique économique et budgétaire. Voilà, c'est clair. A-t-il ouvert la voie à l'austérité budgétaire? Moi, je ne le pense pas. Je pense que nos dépenses publiques, dont la maîtrise passe non pas par des coupes brutales, mais par le ralentissement de leur croissance en volume, évoluent conformément aux engagements que nous avions pris. On voit d'ailleurs que nous ne sommes pas dans une période d'austérité budgétaire. Par contre, les résultats sont plutôt positifs, puisque nous avons créé 600 000 emplois en 2 ans, que les investissements productifs sont à la hausse, sont repartis fortement, le patronat l'a évoqué la semaine dernière, et que notre déficit est ramené en dessous de ces fameux 3%. Mais il n'y a pas de fétichisme du 3%, nous avons été au-dessus, nous sommes en dessous, il y a un chemin, l'objectif à moyen terme, ça s'appelle, et il faut suivre ce chemin. Par contre, l'ensemble du dispositif est devenu tellement compliqué que plus personne n'y comprend rien. Nous avons le TSCG, nous avons le pacte de stabilité, nous avons le 6-pack, nous avons le 2-pack. Absolument plus personne ne s'y retrouve et comprend quoi que ce soit. Je pense donc qu'une des premières choses à faire, c'est de réécrire l'ensemble de ces dispositions de façon claire, parce que ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie quand ni les parlementaires, ni les économistes, ni l'opinion publique ne comprennent ce que nous faisons. De plus, la mise en œuvre est sujette à erreur. C'est vrai du solde structurel. Nous avons eu une longue discussion pour savoir comment mesurer le solde structurel et les choses ne sont pas encore stabilisées. L'économiste Jean Pisani-Ferry déplore que l'objectif d'un déficit structurel à 0 empêche les gouvernements de profiter des taux d'intérêt durablement bas, qui sont ceux d'aujourd'hui, pour financer les investissements économiquement rationnels et utiles aux générations futures. C'est le moment aujourd'hui d'acheter une maison puisqu'on a des taux d'intérêt à 1%, et bien c'est la même chose pour le gouvernement. Et donc nous devrions aller dans cette voie-là. Un certain nombre d'économistes allemands, français aussi, ont proposé de substituer aux règles actuelles une règle unique basée sur le taux de croissance des dépenses publiques. C'est-à-dire on n'aurait pas le fétichisme du 3%, mais on aurait un taux de croissance du PIB et les dépenses publiques devraient se cadrer par rapport à ce taux. C'est quelque chose dont je pense que nous pouvons débattre et sur lequel nous pourrions modifier le TSCG. Ces économistes proposent également que les États qui ont un déficit par rapport à l'objectif à moyen terme émettent, dans un certain nombre de cas, ce qu'on appelle des obligations juniors, c'est-à-dire des obligations qui ont un degré d'appel moins important que les autres éléments de l'actif. Enfin, le vrai débat, c'est celui de l'approfondissement de l'union économique et monétaire. Nous avons proposé qu'une union budgétaire reposant non seulement sur la surveillance des politiques budgétaires nationales, mais aussi sur la solidarité soit mise en place. Le ministre passe beaucoup de temps à essayer de convaincre ses partenaires. L'Allemagne, semble-t-il, a évolué de façon positive
et accepte le principe de la création d'un budget pour la zone euro qui permettrait aux États membres de financer les investissements d'avenir et de mieux résister aux chocs macroéconomiques. Mais cette proposition n'entraîne pas l'accord de tous les Européens. Un certain nombre de pays, entre autres les pays d'Europe du Nord, les pays scandinaves, qui sont très pour la réduction des dépenses, des risques, etc., y est hostile. Je pense que la campagne des élections européennes est le bon moment pour mener ces débats et voir ce que le pays nous répond sur ces points. Voilà, je vous remercie. Dernier orateur inscrit, M. François Bonhomme pour le groupe Les Républicains, pour 7 minutes. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a maintenant plus de 7 ans, le 2 mars 2012, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne a été signé. C'est un traité par lequel 25 des 28 États membres de l'Union européenne se sont engagés librement, de manière souveraine, à respecter des règles de discipline budgétaire. Il est important, tout particulièrement, de revenir sur l'essence même de ce traité, car je note avec regret que certains confondent, sans doute délibérément, encore austérité et discipline. Je reviendrai sur ces deux concepts un peu plus tard, car il convient avant tout de rappeler quels ont été les germes de ce traité et quelles en sont les ambitions. Le TSCG entend astreindre les États de la zone euro qui en sont signataires à financer leurs dépenses par leurs recettes, afin de limiter le recours à l'emprunt. Ce traité est la contrepartie logique des interventions de la BCE ayant permis d'éviter l'éclatement de la zone euro. Dans le contexte de la crise économique que nous connaissons et que nous avons connue, les États membres ne sont pas parvenus à respecter les règles strictes prévues par le pacte de stabilité et de croissance adopté en 1997 en vue de la création de l'euro le 1er janvier 1999. Ces derniers se sont livrés à des excès d'endettement et de déficit préjudiciable à l'ensemble de la zone euro, outrepassant somme toute la limite des 3% de déficit autorisé, et ce, plusieurs années durant. Aussi, en 2011, ce nouveau traité est venu proposer des règles communes de gouvernance économique et budgétaire afin de veiller à ce que les pays soient contraints de s'astreindre et de se conformer à une certaine discipline budgétaire. Le TSCG prévoit également une coordination et une convergence des politiques économiques. Les États concernés sont tenus de communiquer leurs plans nationaux d'émission de dette publique et de s'assurer que les grandes réformes économiques qu'ils entendent réaliser soient débattues au préalable et au besoin coordonnées. Par conséquent, en son article 1er, le TSCG prévoit logiquement que les parties contractantes conviennent, en tant qu'États membres de l'Union européenne, de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leur politique économique et à améliorer la gouvernance de la zone euro en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale. En contrepartie d'une solidarité financière, le pacte budgétaire européen introduit une règle d'or qui engage les États signataires à ce que la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit en équilibre ou en excédent. Ce rappel historique me semble nécessaire pour notre discussion. Il est en effet important de rappeler que le TSCG est avant tout venu répondre à la crise de la zone économique, de la zone euro, afin de garder à l'esprit que le volet responsabilité dont il est porteur revêt une importance capitale. Cette responsabilité est indispensable car chacun sait que l'un des risques majeurs de la zone euro est de voir poindre des politiques budgétaires tout à fait insoutenables. La discipline est indispensable au fonctionnement de l'Union européenne et, à contrario, vouloir s'extraire du TSCG, c'est avant tout prendre le risque d'ouvrir la porte à des politiques budgétaires insoutenables et, à terme, à l'implosion des banques, à une nouvelle crise économique et à l'explosion de la zone euro. Voilà le véritable risque et l'enjeu qui nous occupe. En outre, je voudrais dire que ces règles économiques ne tombent pas du ciel. Il ne s'agit pas d'un artefact créé de toutes pièces. Au-delà de la notion de discipline et de sérieux économique, indépendamment du contexte dans lequel elles sont apparues, ces règles ont une raison d'être et d'exister en elles-mêmes.
Et cette raison d'être, c'est l'interdépendance des États membres. Nous sommes liés les uns aux autres, que nous le voulions ou non. Dans l'espèce, nous le voulons. En effet, quand bien même les règles du TSCG seraient caduques, les marchés financiers viendraient nous rappeler sûrement douloureusement cette réalité de l'interdépendance des États. Enfin, présenter le TSCG comme un carcan ou un instrument de servitude obligeant les États à s'appliquer une austérité permanente et généralisée n'est pas conforme à la réalité de ce traité. En effet, d'aucuns ne pourront nier que le TSCG a eu pour résultat non de renforcer, mais d'assouplir de facto le pacte de stabilité. En effet, bien qu'il n'ait pas modifié le pacte de stabilité, le TSCG introduit des règles plus souples et surtout définies en termes de solde structurel. Permettez-moi à ce titre de souligner que les notions de TSCG et de politique budgétaire expansionniste ne sont pas incompatibles et que le TSCG oblige à l'équilibre plutôt que de condamner l'austérité. Aussi, mes chers collègues, l'argument d'une certaine frange de la gauche, parce qu'il faut l'appeler ainsi, à qui il faut reconnaître une certaine constance, fût-ce dans l'erreur, consistant en l'équation traditionnelle selon laquelle l'Europe égale austérité, ne prend pas avec le TSCG. À ceux qui nous opposent ce qu'ils considèrent comme le dogme de l'austérité, je rappelle que les dérives budgétaires nationales engendrent des crises et qu'il nous incombe à tous de faire preuve d'intelligence budgétaire et de responsabilité. Et c'est à cette responsabilité que nous rappelle le TSCG. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je souhaite d'abord remercier tous les orateurs qui sont intervenus dans ce débat pour la qualité de leurs interventions. Monsieur Lecomte pour le rappel historique des différents engagements pris par la France sur la scène européenne avec ses partenaires. Monsieur Young pour la capacité qu'il a eue à illustrer le fait que les politiques nationales étaient autonomes et souveraines en matière budgétaire. Madame Lavarde aussi pour le rappel d'un certain nombre d'arguments juridiques sur la question de la caducité. Au début de cette intervention, permettez-moi peut-être et tout d'abord d'exprimer ma réserve sur l'intitulé du débat, qui sous-entend que la signature du traité de stabilité en 2012, je vais y venir, Madame la Présidente, que la signature du traité de stabilité en 2012 aurait de facto privé les États signataires de leur autonomie, voire de leur souveraineté budgétaire. J'ai cette réserve en écho, justement, Madame la Présidente, avec l'intervention de Monsieur Laurent, qui tout à l'heure soulignait dans une intervention dont je souligne aussi la qualité, qu'un certain nombre de décisions prises par la France en matière budgétaire, un certain nombre de dispositions du traité qui n'avaient pas été inscrites, y compris dans la loi organique. Et cette intervention, Monsieur Laurent, Monsieur le sénateur Laurent, me laisse penser que, par votre intervention, vous aviez d'ores et déjà répondu à la question de la souveraineté liée à la signature ou non du TSCG. Nous considérons que les États partis au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance ont choisi, en 2012, en pleine indépendance, et au-delà des avis exprimés alors par telle ou telle force politique de leurs pays respectifs, de signer ce traité, car il leur a semblé que cela répondait à leur intérêt. Il ne s'agissait alors en aucun cas de renoncer à notre souveraineté budgétaire, qui est pleinement exercée par le Parlement, mais bien de coordonner nos décisions au sein de la zone euro. Au sein de la zone euro, la coordination des politiques budgétaires nous paraît essentielle. La politique budgétaire d'un pays a des conséquences sur tous les autres membres de l'union monétaire. Un pays qui a sa propre monnaie ne peut pas faire ce qu'il veut sur le plan budgétaire, car il est très vite rattrapé par l'évolution de sa monnaie qui agit comme une corde de rappel très forte. Nous avons connu cela à de nombreux moments, avec le franc au début des années 80, et encore en 1992 et 1993. Et désormais, l'union monétaire nous protège de cela, avec comme contrepartie la nécessité d'éviter des comportements désordonnés ou non coopératifs. La convergence des taux d'intérêt au sein de la zone euro nous permet de nous endetter à bas coût, et c'est évidemment là aussi un avantage qui a été souligné par beaucoup d'entre vous, même si nous savons que si un pays abuse de cette possibilité, il peut provoquer une crise globale de la zone euro qui peut se déclencher brutalement en générant une instabilité financière dans toute la zone monétaire, comme ce fut le cas lors de la crise grecque. Les règles budgétaires communes représentent, de ce point de vue, et selon nous, une protection pour tous les États. Ce cadre commun dont nous sommes dotés est également utile au plan strictement national. En effet, peut-être que nous l'aurions fait indépendamment de notre engagement,
Mais force est de constater que ce traité nous a conduit à renforcer notre Haut Conseil des finances publiques et notre programmation pluriannuelle des finances publiques. Cela donne ainsi plus de crédibilité et de vision à moyen terme sur nos comptes publics. Cela participe pleinement du bon fonctionnement de notre démocratie, car le Parlement peut se prononcer en connaissance de cause sur la base d'informations solides et transparentes. De plus, la logique du traité, qui consiste à maîtriser la dette publique, mais en tenant compte de la situation économique est efficace, est efficace, car si nous devons faire plus d'efforts quand la croissance est bonne, mais aussi pouvoir relâcher la contrainte en cas de ralentissement marqué de la conjoncture économique, cela est prévu par le traité, et c'est ce que vise le TSCG, qui repose sur des objectifs calculés en structurel. La question qui se pose à travers le débat demandé par le groupe communiste et que j'ai entendu dans certaines de vos interventions est la suivante. Quelle politique budgétaire pour la France devrait être menée si le TSCG n'existait pas et si l'on retenait les arguments de M. Laurent et de M. Bocquet sur la caducité du TSCG ou si l'on considérait que celle-ci avait disparu? Ma réponse est la suivante et risque peut-être de décevoir les initiateurs du débat. La politique budgétaire resterait la même que celle que nous menons actuellement. L'application du traité ne nous conduit aucunement à une politique budgétaire qui serait inadaptée aux contraintes. Les mesures que le gouvernement a prises récemment en sont l'exemple ou la démonstration. Nous avons conservé et nous conservons une large capacité d'action au niveau national pour tenir compte des circonstances propres à notre situation. Ainsi, la politique que nous conduisons montre que nous pouvons nous adapter tout en poursuivant notre objectif de réduction de la dette. Notre stratégie budgétaire de tenue des comptes publics et de baisse de la dette a d'abord été définie parce qu'elle est à nos yeux bonne pour notre pays et pas eu égard au traité qui nous engage. Nous considérons, et je sais que beaucoup ici partagent cette idée, qu'une dette trop élevée est néfaste pour nos concitoyens, et ce pour au moins 3 raisons. Tout d'abord, les dépenses pour le service de la dette sont autant d'argent public qui pourrait servir au financement de services publics ou à des investissements favorables à la croissance de long terme. Ensuite, une dette trop élevée peut conduire à une perte de souveraineté si la confiance des marchés n'est plus là. Et grâce à notre sérieux budgétaire, nous avons la confiance des marchés. Mais si ce n'était pas le cas, nous devrions payer beaucoup plus cher notre dette en l'état actuel. Cela signifierait moins de budget et moins de crédit pour les services publics, pour nos concitoyens, de manière à pouvoir lever les financements qui seraient ainsi rendus nécessaires sur les marchés. Nous serions dans la main des investisseurs et nous ne le souhaitons pas. Enfin, au risque d'énoncer une évidence, une dette trop élevée est un fardeau pour les générations futures et nous ne voulons pas laisser à nos enfants la charge des dépenses que nous faisons aujourd'hui. Mesdames et messieurs les sénateurs, je suis comme beaucoup d'entre vous un élu local. J'ai été maire de ma commune pendant 10 ans. Et comme tous les élus locaux, je sais et nous savons que si nous ne maîtrisons pas nos comptes publics, nous nous privons de toute marge de manœuvre en cas de crise ou tout simplement en cas de besoin. Je l'ai fait dans ma propre commune en réduisant les dépenses de fonctionnement, sans remettre en cause la qualité des services rendus. Ils ont même été renforcés. Je l'ai fait aussi en réduisant de moitié la dette, tout en augmentant très fortement les investissements. Cette expérience n'est pas isolée, je le sais, et je crois que, traité ou non, nous sommes nombreux à former le vœu d'une situation identique pour les comptes nationaux. En conclusion, et pour revenir à notre débat national et européen d'aujourd'hui, le gouvernement que je représente devant vous porte la conviction qu'une stratégie de réduction de l'endettement public est une stratégie de protection de l'autonomie budgétaire du pays, en ayant en tête des exemples récents, comme l'Italie, dont la charge d'intérêt est tellement élevée que le poids de sa dette croît mécaniquement en dépit d'excédents budgétaires primaires hors charge d'intérêt, et qui, sous la pression d'une montée des taux d'intérêt, a dû amender substantiellement sa stratégie budgétaire. Par ailleurs, nous considérons que cette stratégie de réduction du déficit et de la dette, qui est celle choisie par le gouvernement, est une stratégie qui nous permet d'endiguer la hausse constante de la dette grâce aux efforts budgétaires que nous déployons au quotidien. Notre cap reste celui d'une réduction de l'endettement et du déficit d'ici la fin du quinquennat. Nous avons entendu, et j'ai entendu, que cet objectif était partagé par nombre d'entre vous. Je pense à nouveau à M. Young, à Mme Mello, à M. Modom ou encore M. Gabouty, qui nous ont ainsi appelés à cette vigilance. Cette réduction de la dette et du déficit passe par un effort sur les dépenses publiques, en ciblant les endroits où des économies sont possibles, notamment grâce aux nouveaux outils digitaux, mais pas seulement. Cet effort ne doit pas se faire au détriment des investissements publics, qui sont essentiels à la croissance de long terme, et donc à la soutenabilité des finances publiques, et c'est là le rôle du grand plan d'investissement. Ces efforts ne doivent pas se faire non plus au détriment de la qualité des services publics, et c'est le sens des engagements pris par le Président de la République, tant pendant sa campagne de 2017 qu'il y a encore quelques jours, avec les conclusions qu'il a tirées du grand débat. Il nous faut appliquer un nouveau modèle budgétaire, avec moins de dépenses publiques et moins de dettes,
moins de prélèvements obligatoires, mais plus de soutien à l'investissement et à l'innovation. Notre objectif reste de réduire le poids des dépenses publiques de près de 3 points en équivalent PIB sur le quinquennat, ainsi que celui des prélèvements obligatoires de plus d'1 point. Au-delà des efforts de consolidation budgétaire, une stratégie de renforcement des finances publiques doit aussi s'appuyer sur des leviers de renforcement de la croissance et d'efficacité de la dépense publique. La baisse des dépenses publiques doit donc aller de pair avec des réformes structurelles, puisque nous considérons qu'il faut attaquer les problèmes sociaux à la racine plutôt que de systématiquement traiter les symptômes. C'est tout le sens du travail que le gouvernement mène actuellement, avec des réformes du domaine de l'éducation, de la formation, de l'emploi, ou encore de l'action et de la fonction publique, puisque j'aurai l'honneur de la présenter dans quelques semaines devant vous. Vous le voyez, c'est peut-être là le point de divergence majeur avec le groupe GDR. Notre trajectoire de finances publiques... Pardonnez-moi, Madame la Présidente et Madame Cohen, mais je crois que vous n'en voulez pas à vos collègues de s'appeler GDR. Donc, je reprends. C'est un point de divergence majeur avec le groupe communiste et apparenté, républicain et citoyen du Sénat. Notre trajectoire de finances publiques est d'abord dictée par les impératifs propres à notre économie. De ce point de vue, et je le répète, le traité de 2012 ne nous empêche nullement de conduire la politique budgétaire qui nous semble la plus adaptée pour la France. Au contraire, il nous a permis de renforcer notre cadre budgétaire pour plus de transparence et au final plus de crédibilité de nos comptes publics. Il nous permet aussi, et peut-être surtout, de mieux coordonner les politiques budgétaires de la zone euro, ce qui est absolument nécessaire dans une union monétaire, et ce, pour son bon fonctionnement. Merci de votre attention, et encore merci aux différents intervenants de ce débat, ainsi qu'au groupe CRCE pour l'avoir initié et inscrit à l'ordre du jour de votre Assemblée. Merci à tous. C'était le débat du Sénat sur le traité européen de stabilité budgétaire. Pour les sénateurs communistes, ce texte n'a pas été intégré dans le droit européen dans les 5 ans après son entrée en vigueur, donc il devient caduc. Et d'après ces élus communistes, ce serait une occasion de libérer les États de l'austérité budgétaire européenne. Mais la droite du Sénat a défendu ce traité de stabilité qui permettrait au pays de se protéger face aux marchés financiers. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir toutes nos émissions sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.